Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour moi, ça a été le cas. Désolée si je vous fais un bilan lecture si tard. C'est parce que j'aurais voulu vous le faire avant, ce bilan lecture là, mais en fait, je n'avais pas lu assez de livres. Et après, je suis partie en vacances, donc du coup, j'ai pas du tout pu le faire. Mais donc, du coup, j'en profite pour le faire maintenant. Donc, j'ai lu en tout 5 livres, si je calcule bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. 6 livres, donc j'ai donc 6 livres à vous parler, donc ça va pas être évident parce que ça fait un moment que je les ai lus, mais je vais essayer de me rappeler de l'histoire au fur et à mesure. Donc je vous quittais la dernière fois avec le livre d'Anya Yanagiara, Une vie comme les autres chez le livre de poche. Voilà. Donc comme je vous le disais la dernière fois, pour moi ça a été une lecture assez longue, très très longue, vu qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, beaucoup de narration. L'histoire est assez, comment dire, est très très dure en elle-même, vu qu'on va parler de viol, de scarification, de l'acceptation de soi. Voilà, donc on va être avec quatre jeunes hommes qui vont se connaître à la fac. Donc on a Willem qui veut devenir acteur et qui va le devenir. On a JB qui va devenir artiste peintre. On a Malcolm qui va devenir architecte et on a Jude qui lui va devenir un avocat. Voilà. Donc on a ces quatre jeunes hommes qui se connaissent à la fac et qui vont devenir très très amis. Mais au fur et à mesure des années, donc cette amitié va s'étioler au fur et à mesure, hein, parce que chaque membre du groupe va faire sa vie. Il n'y a vraiment que deux personnages qui vont rester fort fort liés. Donc il y a Willem et Jude, et on va vite s'apercevoir que le personnage le plus noir de ce petit groupe, c'est Jude, vu que Jude est un personnage très très complexe. Il a du mal à s'accepter, on ne comprend pas du tout pourquoi au départ. Et au final, l'auteur va nous révéler donc son passé, qui est un passé très très dur. Dès le départ, en fait, hein, Jude n'a pas eu de chance dans la vie. Dès sa naissance, en fait, sa mère l'a abandonné, elle l'a laissé dans une poubelle. Il a été recueilli par des moines qui, eux, ne lui ont pas donné la vie facile. Voilà, et au fur et à mesure de sa vie, malheureusement, il lui arrive plein de petites choses. Ce qui fait que du coup, Jude arrive à la fac fort, comment dire, fort réservé, et en même temps il essaye de prendre la vie du bon côté, mais malheureusement il n'arrive pas à s'accepter tel qu'il est, vu toutes les blessures du passé qu'il a eues. Et au fur et à mesure, Willem va vite comprendre quelles ont été ses blessures, donc il va être aidé, Jude va être aidé au fur et à mesure de l'histoire, mais malheureusement il ne va pas réussir à se détacher de ce passé, de ces blessures, et l'auteur va nous le faire vite comprendre, et on va vite s'attacher à tous ces personnages. Bon, moins à Malcolm et JB, vu que Malcolm et JB vont être présents au début de l'histoire, mais au fur et à mesure, on ne va plus, l'auteur ne va plus parler que de Willem et de Jude, vu que tout est centré, hein, on va vite se rendre compte que toute l'histoire va être centrée surtout sur Jude et son passé. Donc voilà. Donc si vous aimez les histoires contemporaines, si vous aimez quand l'histoire, quand l'auteur ne met pas beaucoup de dialogue et met beaucoup de narration, beaucoup de descriptifs, dans ces cas-là, allez-y, lancez-vous, hein, mais il faut savoir que ce livre fait un peu plus de 1100 pages et qu'il est relativement long, mais l'histoire est en elle-même magnifique. L'histoire est magnifique. Alors j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais j'ai fini par y arriver. Ça a été compliqué, j'ai dû, comment dire, à un moment donné, l'autrice a une très très bonne idée, c'est qu'elle nous raconte donc du coup le passé de Jude, mais elle met une scène assez très dure, une scène très très compliquée, et à un moment donné j'ai lâché le livre. Je l'ai posé, j'ai dit je vais m'arrêter au moins 1 heure avant de le reprendre, tellement la scène elle vous prend aux tripes, elle, elle est très très dure cette scène. J'aurais souhaité
vivre ça, je n'aurais pas voulu que quelqu'un vive ça en fait. Vivre ce que Jude a vécu, parce que là elle va nous parler du passé de Jude et elle va nous faire revivre donc ce drame qu'il a vécu. Et donc du coup j'ai dû arrêter ma lecture, poser le livre et j'ai dû faire autre chose pendant au moins 1 heure pour dire de me vider la tête. Tellement j'avais l'image en fait dans la tête, je me suis dit mon Dieu, si j'imagine ça c'est mort. Mais après au bout d'1 heure j'ai dû reprendre quand même ma lecture vu que il y avait beaucoup de longueur. Et moi quand il y a beaucoup de longueur dans un livre, faut pas vraiment que je m'arrête trop, parce que sinon j'arrive pas à le reprendre et après j'abandonne. Et je voulais pas du tout abandonner cette lecture, vu que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient apprécié cette lecture, qui avaient beaucoup aimé cette histoire. Et je voulais savoir pourquoi, et j'ai compris pourquoi les gens ont aimé cette histoire, mais pour moi il y a eu beaucoup trop de longueur et pas assez de dialogue. Voilà, c'est vraiment le gros point négatif que je dirais, mais sinon l'histoire en elle-même était très belle. Voilà, je trouve que les sujets racontés, tels que le viol, la scarification et l'acceptation de soi, je trouve que ce sont des thèmes vraiment très bien abordés. Elle aborde aussi l'homosexualité. Là par contre j'ai pas compris pourquoi. D'un seul coup, elle nous a parlé de l'homosexualité, j'ai pas compris pourquoi en fait. Pas parce que je suis homophobe ni rien, hein, y a rien de. Voilà, je suis pas du tout homophobe. Hein, moi après, voilà, hein, j'ai des amis homo et tout va bien. Mais je veux dire parce que je voyais pas du tout le rapport en fait avec la suite de l'histoire. Je voyais pas du tout où elle voulait en venir. Mais toujours est-il que même ces passages-là sont très beaux, hein, sont de très beaux passages. Voilà. Donc si vous aimez les livres contemporains sans trop de dialogue et beaucoup de narration, et si vous aimez les longueurs, allez-y, lancez-vous, hein, voilà. C'était un très beau livre quand même. Donc Anya Yanagihara, Une vie comme les autres, chez le livre de poche. Voilà. Donc pour vraiment passer à autre chose, j'ai fait un virage à 180 degrés. Et je me suis lancée dans du fantasy fantastique. Donc j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon chez de Saxus Fantasy. Donc là on est dans toute autre chose, donc on va être dans de la fantasy. Donc on va être dans un royaume gouverné par une femme, voilà. On va être avec Samran IX, qui est la reine de son royaume, et qui, pour perpétuer la tradition, va devoir tomber enceinte et va devoir avoir comme enfant une fille, car il n'y a que les femmes qui règnent dans son royaume. Donc elle doit coûte que coûte se trouver un mari et tomber enceinte et avoir une petite fille pour perpétuer la tradition. Voilà. Sauf que beaucoup de choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure de l'histoire. Vu qu'il y a des personnes très malhonnêtes qui veulent tuer donc Samran IX, hein, ils ne veulent plus qu'elle règne, ils veulent autre chose, quelque chose d'autre. Et on va avoir dans cette histoire, un personnage obscur qu'on appelle le Sans Nom, voilà, qui est un personnage des ténèbres, qui va vouloir se réveiller parce que ce personnage dort pour l'instant. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va se réveiller au fur et à mesure et il va y avoir une guerre donc contre ce personnage-là, voilà. Donc on va se retrouver avec des dragons, on va se retrouver avec des dragons qui veulent protéger donc la reine et avec d'autres dragons du coup qui veulent la tuer. On va se retrouver avec des personnages tels que Aidan Durian, qui elle est la protectrice de la reine, donc elle veut la protéger coûte que coûte. Elle fait partie du prieuré de l'Oranger, donc vous comprendrez pourquoi ce titre et pourquoi elle fait partie de ce prieuré de l'Oranger. Et on va partir avec Tané qui, elle, veut devenir une dragonnière. Dragonnienne Dragonnière, voilà. Elle veut devenir une dragonnière, je vais y arriver. Et donc ces 3 personnages vont... Enfin, Edan et Sabran donc du coup se connaissent, mais elles vont finir par connaître aussi Tané. Elles vont devoir faire équipe
toutes les trois, et voilà, et ça va donner une histoire magnifique. Donc lui aussi, hein, c'est un sacré pavé que de 900 pages, hein, un peu plus de 900 pages. Voilà, mais c'est une très très belle histoire, moi je le conseille pour les ados, et même pour les jeunes adultes, hein, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez toutes les histoires avec des dragons, avec des sorcières, avec un mage noir qui veut absolument tuer tout le monde. Si vous aimez tout cet univers-là, si vous aimez le fantastique, allez-y. Si vous avez aussi des ados qui aiment le fantastique et qui aiment lire, je vous le conseille très fortement. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Bon, on m'a fait comprendre que cette histoire faisait un peu penser à Game of Thrones. Moi j'ai pas trouvé du tout que ça me faisait penser à Game of Thrones. J'ai trouvé par contre qu'il me faisait penser, je sais pas si vous vous rappelez d'Eragon. Voilà, moi ça m'a plus fait penser à ça. Je n'ai pas lu le livre, la série Eragon. J'ai vu le premier film par contre. Et moi je trouve que ça me fait plus penser à ça plutôt qu'à Game of Thrones. Bon, à part les dragons, voilà quoi. Mais ça me fait pas du tout penser à Game of Thrones. Voilà. Donc Samantha, bah alors dis donc, je vais pas y arriver aujourd'hui. Samantha Shannon, le prieuré de l'Oranger chez De Saxus Fantasy. Voilà. Et donc après ça, j'ai voulu revenir à un thème que j'adore, donc le thriller. Et j'ai lu le nouveau Franck Tillier, Il était deux fois, chez Fleuve Noir. Donc là, on va être avec une suite, c'est la suite du manuscrit inachevé. Voilà. Alors au début, je comprenais pas pourquoi c'était la suite du manuscrit inachevé. On le comprend vite au milieu du livre. Voilà. Je vous le dis, comme ça, si jamais vous vous posez aussi la question, je me suis posé la question. Et en lisant le livre, j'ai vite compris pourquoi. Donc là, donc on ne va pas retrouver Charcot, hein. Là, dans cette histoire, c'est tout autre chose, c'est des autres personnages. Donc on va être avec... alors attendez, que je me rappelle comment il s'appelle. Gabriel, je crois, si je me souviens bien. Et je ne vais plus me souvenir... Non, oui, c'est ça. Gabriel Moscato, voilà, qui est notre personnage principal. Dont la fille a disparu, dont la fille de 17 ans a disparu en 2008. Donc il essaye coûte que coûte de la retrouver. Voilà. Sauf qu'un jour il va entrer dans un hôtel, l'hôtel de sa ville. Donc on est à Saga, qui est une ville dans les montagnes. Donc il va se retrouver à l'hôtel et il va vouloir dormir dans cet hôtel, voilà, parce qu'il est fatigué, il n'en peut plus. Donc il connaît le propriétaire, il va lui demander une chambre. Il va être dans la chambre numéro 7, si je ne me trompe. Alors... non, dans la chambre numéro 29. Voilà, c'est ça. Dans la chambre numéro 29, donc il arrive dans cette chambre, donc il est fatigué, donc il s'endort. Et en fait, pendant la nuit, il va être réveillé donc par une troupe d'oiseaux qui vont, comment dire, qui vont... Oui, voilà, par des oiseaux en pleine nuit. En pleine nuit, des oiseaux vont arriver vers l'hôtel et ils vont tout simplement, comment dire, plonger directement dans l'hôtel. Ils vont s'effondrer, ils vont se cogner contre les vitres et tout. Une nuée d'oiseaux va comme ça mourir contre les fenêtres de cet hôtel. Et donc du coup Gabriel Moscato va être réveillé donc par ce bruit étrange. Il va sortir de sa chambre, il va se poser beaucoup de questions et là il va se rendre compte qu'il n'est plus dans la chambre numéro 29 mais dans la chambre numéro 7. Donc pourquoi est-ce qu'il est dans cette chambre? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Est-ce qu'on l'a drogué? Est-ce qu'il s'est voilà, est-ce qu'il a eu une crise de somnambulisme? On ne sait pas. Mais il va vite se rendre compte qu'il n'est plus en 2008 mais qu'il est en 2020. Oui, voilà, en 2020, et que ça fait 12 ans que sa fille a disparu. Voilà, tout simplement. Et donc c'est là que l'histoire va commencer. On va avoir une course-poursuite. Donc déjà, Gabriel Moscato va se demander ce qui s'est passé dans sa vie, parce que beaucoup de choses se sont passées. Voilà, il va se rendre compte que... Ben, comment dire, oui, que beaucoup de choses se sont passées. Je peux pas vous le raconter parce que sinon je spoilerai le livre, donc c'est très très compliqué pour moi de vous le dire. Mais voilà, beaucoup de choses se sont passées durant ces 12 ans.
et il va devoir remettre les pièces du puzzle dans l'ordre, et il va vite, avec un de ses anciens collègues, retrouver ce qui s'est passé par rapport à sa fille, et pourquoi est-ce que 12 ans se sont passés, et donc qui a kidnappé sa fille, qu'est-ce que c'est que est-ce qu'il a fait une crise de somnambulisme, ou est-ce que voilà, est-ce qu'on l'a drogué, est-ce que c'est psychologique ou pas, voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce livre. Il faut vraiment lire d'abord le manuscrit inachevé avant de lire celui-là. Donc je vous le conseille très fortement. De toute façon, Franck Tillier, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est une valeur sûre. Ce livre-là, je l'ai lu en, allez, 2 jours et demi, grand maximum. Et j'ai juste adoré, quoi. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc Franck Tillier, Il était deux fois, chez les éditions Fleuve Noir. Voilà. Donc après ce livre-là, j'ai voulu lire un autre livre, mais je suis partie sur toute autre chose. Je suis partie dans de l'historique avec Steve Berry, Les Saintes Reliques, chez Cherche Midi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'adore Steve Berry parce que j'adore son personnage de Cotton Malone. Voilà, j'adore sa série, j'adore tous ses bouquins. À chaque fois que je lis ses livres, je suis happée dans l'histoire. Voilà, parce que cet auteur-là fait beaucoup de recherches par rapport à ses livres, et moi j'adore. Donc là, on va être en 2020 avec Cotton Malone qui arrive dans une basilique, la basilique du 500 à Bruges, donc en Belgique. Et donc durant sa vie de cette basilique, il va se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, 2 jeunes gens vont dérober la relique du sacré sang. Donc c'est une... Alors attendez que je... C'est une ampoule où il y a dedans le sang du Christ qui a été récupéré, donc apparemment par Joseph d'Arimathie. Voilà, donc il a récupéré le sang de Jésus, et il l'a amené donc apparemment en Belgique, hein. Cette relique est dans cette basilique et elle va être dérobée donc par ces 2 jeunes gens. Donc bien sûr Cotton Malone va les poursuivre, et là il va être embarqué dans une histoire assez rocambolesque. Et il n'y a pas que cette relique là qui a été dérobée, 7 reliques ont été dérobées, et Cotton Malone va devoir les récupérer. On va se poser la question, pourquoi est-ce que ces reliques ont été dérobées, voilà, pour quelle raison, qui a intérêt à prendre cette relique. Voilà, c'est cette relique, et voilà. Et moi j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré cette course-poursuite, j'ai adoré cette intrigue. Moi j'adore le personnage de Cotton Malone, j'adore, de toute façon j'adore cet auteur, hein. J'ai presque lu tous ses livres. Moi, je me souviens d'avoir lu, donc que je vous le dise, La conspiration ouverte, l'héritage Malone, la 14e colonie, le complot Malone, le secret des rois, le code Jefferson. Voilà à peu près tous les livres que j'ai lus, et il m'en reste encore pas mal à lire. En sachant que ce livre-là, vous pouvez le lire indépendamment des autres, hein. Voilà, c'est toujours le même personnage récurrent, donc Cotton Malone, mais ce sont des missions tout à fait différentes les unes des autres. Donc voilà. Steve Berry, Les Saintes Reliques, chez Cherche Midi. Voilà. Donc pendant mes vacances, là, cette fois-ci, j'ai décidé de lire Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, chez Gallimard. Alors, comment vous dire que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette lecture. Parce que... Comment vous dire, pas par l'écriture, parce que Elena Ferrante a une très belle écriture, c'est pas ça. Mais c'est l'histoire en elle-même. J'ai pas du tout compris. Alors cette fin, la fin, je vous laisse le... Franchement, j'ai pas du tout compris où l'autrice voulait m'emmener. Donc là, on va être avec Giovanna qui est une petite fille qui un jour entend son père dire à sa mère qu'elle est laide. Voilà. Il dit carrément à sa femme, mon Dieu, que notre fille est laide.
Et cette petite fille ne comprend pas pourquoi son père dit ça à sa mère alors qu'il y a à peine 2 minutes, il lui disait en la regardant droit dans les yeux qu'elle était magnifique, qu'elle était belle, voilà, tout simplement tout ça. Donc du coup, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que son père lui a dit ça il y a 2 minutes et que à sa mère à part, il lui dit qu'elle est laide. Là, elle ne comprend pas du tout. Et c'est ce qui va bouleverser toute sa vie en fait. Parce qu'elle va avoir, comment dire, elle ne va pas s'accepter telle qu'elle est. Et le problème, c'est qu'il y a un secret dans cette famille. Parce que son père a une sœur. Donc du coup, son père n'arrête pas de dire qu'elle ressemble extrêmement à sa sœur et qu'elle est aussi laide qu'elle en fait. Et donc du coup cette fille est intriguée, cette petite fille est intriguée et elle veut absolument rencontrer sa tante donc et elle va avoir l'occasion de la rencontrer et comment vous dire que le personnage de la tante, j'ai dit oui d'accord. Cette femme elle est vulgaire, je sais pas, j'ai vraiment pas compris où l'autrice voulait m'emmener dans cette lecture. Moi j'ai pas vraiment adhéré à cette lecture, j'ai pas aimé. C'était long. Euh, Comment vous dire ça? Le raisonnement de cette jeune fille qui au fur et à mesure de sa vie donc grandit, hein, je comprends pas qu'on peut, comment dire, qu'on peut se détester à ce point. Tout ça parce que votre père vous a dit ou a dit à votre mère que vous étiez laide. Enfin, je comprends pas, voilà. Et elle ne fait rien du tout pour s'arranger, cette jeune fille, hein. Elle fait tout pour s'enlaidir en fait. Au lieu de dire, bon, mon père me trouve laide, ok, mais je vais tout faire pour essayer d'être belle. Mais non, en fait, dès qu'elle rencontre sa tante, elle se rend compte que son père n'a peut-être pas tout à fait tort et elle va, au lieu d'essayer de s'arranger un peu, de se dire, bah, je vais tout faire pour essayer d'être la plus belle du monde, par exemple, hein, on pourrait l'imaginer, et ben non. En fait, elle ne fait absolument rien, mais alors rien du tout pour s'arranger. Mais je vous raconte pas comment ça a été compliqué pour moi de lire cette lecture, je ne comprends absolument pas pourquoi les gens ont dit que ont adoré ce livre. Parce que moi franchement j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette autrice, avec cette histoire. J'ai pas du tout compris où l'autrice voulait nous emmener. Donc voilà. Donc La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante chez les éditions Gallimard. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu la suite de Giacometti Raven, La relique du chaos chez JC Lattès. Donc là, je suis revenue donc dans le passé. Donc on est en pleine guerre, Seconde Guerre mondiale, hein, on est en 1942, en juillet 42. Donc on va retrouver donc Marcas, Tristan Marcas, on va retrouver Laure, notre jeune résistante, et on va retrouver Erika, l'archéologue allemande. Donc on va retrouver ces trois personnages qui sont en plein dans la Seconde Guerre mondiale, hein, en plein dans le conflit. Donc alors attendez que je me rappelle. Donc Tristan, lui, est un agent double. Il aide les Allemands à retrouver une relique, donc la relique qui pourrait leur faire gagner la guerre, donc la quête des Svatitska, voilà, qu'Hitler veut absolument récupérer pour pouvoir gagner la guerre. On va être avec Laure, notre jeune résistante française, qui va essayer coûte que coûte donc de faire échouer Hitler et puis son armée. Et on va être avec Erika, notre archéologue allemande, qui elle essaye d'aider les Allemands, mais qui cache un petit secret qu'on réussit à, comment dire, à percer à la fin. Voilà. Donc si vous avez aimé les deux premiers livres, donc alors attendez que je me rappelle. Donc les deux premiers livres, Le Triomphe des Ténèbres et La Nuit du Mal, vous aimerez aussi La Relique du Chaos, qui est la suite et la fin donc de cette trilogie. Alors par contre au niveau de la fin, comme je le dirais si souvent, je suis restée un petit peu sur ma fin, effectivement. Voilà, j'ai pas... Je sais pas, je pensais qu'on allait être vraiment à la fin de la guerre et que les auteurs allaient nous expliquer donc comment se terminer la guerre, hein, tout simplement, même si on sait à peu près comment, on sait tous comment s'est finie cette guerre, hein, vu que les Allemands ont perdu et que les Russes ont gagné. Mais je pensais vraiment qu'on allait aller jusque là, sauf que non,
je vous dis, je suis restée un peu sur ma faim, mais j'ai quand même aimé le livre, hein, j'ai quand même aimé cette quête du savoir, de la vérité. J'ai aimé tous les personnages, hein. On retrouve donc du coup Staline, on retrouve Hitler, on retrouve Himmler, on retrouve Churchill aussi, et il y a aussi les Romanov. Voilà, la dynastie Romanov. Donc on va être lancé dans cette course-poursuite entre Berlin, Moscou et Londres. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie. Donc voilà. Donc Giacometti Raven, la relique du chaos chez JC Lattès. Voilà. Et là en ce moment, donc je suis en train de lire Outlander, le tome 4 que j'avais acheté au Furet. Donc voilà. Avant de partir en vacances, d'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit. Et comment vous dire que j'adore cette lecture. Donc là, on est en Amérique. On va retrouver Claire et Jamie qui se retrouvent en Amérique et qui sont bientôt arrivés à la guerre de l'indépendance, la guerre d'indépendance. Et voilà, et donc ils vont essayer de s'établir en Amérique. Mais Claire sait qu'il y aura bientôt cette grande guerre, hein, la guerre d'indépendance, et elle voudrait empêcher ce désastre, mais est-ce qu'elle va pouvoir l'empêcher pour que Jamie puisse rester en vie? Parce que lui, Jamie... Pourquoi Jamie? À chaque fois je dis Jamie alors que c'est Jamie. Jamie veut absolument soif d'aventure, hein, donc même s'il y a la guerre, lui il est prêt à la faire, coûte que coûte, mais Claire voudrait l'éviter pour le garder le plus longtemps en vie. Voilà, donc on va osciller entre 1767 et 1969, vu qu'il y a en 1969 la fille donc de Jamie et de Claire, qui elle va, à mon avis, vouloir sauver ses parents, vu qu'elle va trouver, apparemment, elle va percer le secret de sa naissance. Et elle va vite se rendre compte que ses parents sont en danger, donc à mon avis, elle va essayer de les retrouver, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà, donc là je ne suis qu'à, pas tout à fait à la moitié, je ne suis qu'à la 7ème partie en sachant qu'il y en a 11. Voilà, c'est un livre de 1129 pages. Donc c'est une grosse brique quand même. Mais moi j'adore cette série, aucun souci pour que je la lise. Donc au Furet, je me suis acheté aussi le jeu de dames de Nicolas Druard, que je ne connais pas, je ne connais absolument pas cet auteur. Donc là, on est à Toulouse, une sortie de périphérique. Il y aura un meurtre et il y aura 3 témoins. Donc on va être avec Ludovic, Claire et Ousmane qui, au lendemain de ce drame, vont recevoir un SMS. Quelqu'un a vu ce qui s'était passé et a vu qu'ils étaient témoins de ce meurtre et qu'ils n'ont rien fait. Donc pour empêcher ça. Et du coup, il va jouer un peu au chat et à la souris, il va les traumatiser et il va, alors attendez, créer un jeu de pistes par rapport à ces 3 individus. Il va les pousser apparemment dans leur retranchement et à révéler leur vraie nature. Donc voilà. Donc je sais pas du tout dans ce qu'on va être, mais à mon avis ça va être le jeu du chat et de la souris, hein, tout simplement. Donc j'espère que ça va être bien. Donc c'est Jeu de dames de Nicolas Druard chez Nouveaux Auteurs 2. C'est un thriller, voilà. Donc ça, je me suis acheté ça. Je me suis acheté aussi au Furet donc le nouveau Stephen Chbosky, l'ami imaginaire chez Calman Lévy Noir. Donc là on est donc avec une mère et son enfant qui sont en cavale et qui trouvent refuge dans une petite communauté à Millgrove en pleine Sylvanie. Malheureusement, le petit garçon va un jour disparaître. Il va rentrer dans une forêt, il ne va plus réapparaître et il ne va réapparaître que 6 jours plus tard de cette forêt. Sauf que des changements vont être, vont se passer pour ce petit garçon qui va entendre une voix, la voix du bois dans sa tête, qui va lui dicter une mission et il va avoir un certain pouvoir. Il va avoir le pouvoir de lire dans les pensées des gens, mais leurs pensées les plus obscures. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'espère que ça va être beau. Apparemment ça a eu beaucoup de succès, donc voilà. Donc Stephen Chbosky, l'ami imaginaire chez Calman Lévy Noir. Voilà.
Et pendant mes vacances, je me suis acheté 2 livres. Donc je me suis acheté Le mystère de Sammy Want de Christian White. Alors je sais que ce livre est sorti il y a longtemps, en 2018 je crois, ou en 2019. Il y a, non, même plus. Alors il est sorti que je regarde. Oui, en 2018. Voilà. Il est sorti en 2018 et il a eu beaucoup de succès. Donc voilà, Anne, si tu vois cette vidéo, j'ai fini par l'acheter. J'ai encore beaucoup de livres à acheter que tu m'as... dont tu m'as dit les titres, hein, mais ne t'inquiète pas, je vais les lire, il n'y a pas de souci. C'est parce que je les ai mis de côté sur Amazon. Et il faut que je les achète, il n'y a pas. Et à un moment donné, je dois me faire mon petit... ma petite palle, je vais devoir les acheter, mais t'inquiète pas, je vais les lire, hein, et à un moment donné, je vais les acheter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là je l'ai acheté, Le mystère de Sammy Want. Donc là, on est avec Kim, une Australienne de 30 ans qui est sous le choc. Un inconnu va lui révéler qu'elle est en réalité Sammy Want, qui est une jeune fille apparemment qui a été enlevée 28 ans auparavant à sa vraie famille aux États-Unis. Et, et Kim ne va pas vraiment croire ce jeune homme. Et donc du coup elle va essayer de remonter le fil de l'histoire et elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on lui dit que c'est Sammy Want apparemment. Donc voilà. Voilà. Donc c'est un film suspense. C'est un roman. Pourquoi c'est un film? C'est un roman à suspense. Voilà apparemment. Et c'est un film. Ah, qu'est-ce que j'ai avec mes films? C'est un roman australien apparemment. Donc voilà. Donc Le mystère de Sammy Want. Et en deuxième livre, je ne sais absolument pas pourquoi je l'ai pris, mais je sais pas, la couverture. Alors que j'ai vu les 3 films, hein. Donc j'ai pris Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale de J.R.R. Tolkien. Voilà. Donc je pense que vous connaissez tous Le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai vu tous les films. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris le livre, mais voilà, j'ai eu envie de le prendre. Donc là on est avec des hobbits, avec un anneau magique, avec voilà, un magicien, voilà. Il va devoir ramener l'anneau en terre du milieu, entre la comté et le Mordor, et voilà. Et ça va être toute une légende. Bon, je pense que vous avez tous vu Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ce livre, mais j'ai été attirée. Voilà, j'ai été attirée par ce gros bouquin qui nous fait 1000... 1300, non, 1500 pages. Ouais, 1500 pages. Voilà. Voilà, il y a les 3 histoires dedans, hein. Il y a... alors attendez, les 3 histoires, donc c'est quoi? Le retour du roi, les 2 tours, la fraternité de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi. Voilà. Donc on a les 3 livres dedans. J'ai vu les films, mais j'avais envie de lire le livre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc voilà pour ce petit bilan lecture. Voilà pour tous les livres que j'ai achetés, pour tous les livres que j'ai lus. Donc je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Et je vous dis à bientôt donc pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!